Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau jeudi live ITIC Paris. Nous allons ce soir aborder le thème du harcèlement. Bannir toute forme de harcèlement est un enjeu majeur aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle ou scolaire. Pour échanger sur ce sujet, nous accueillons en présentiel et en duplex Florian Caldas, Blandine Ornès qui va nous rejoindre un peu plus tard et Sophie Tardieu, qui sont tous les trois collaborateurs au sein du service ressources humaines de la société IBM Consulting. Bienvenue et merci beaucoup de vous prêter à cet échange et à ce live sur le thème du harcèlement. Alors, avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter. On laissera Blandine se présenter par la suite. Florian, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites au sein d'IBM Consulting ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous déjà et un grand merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Alors moi, je suis en pleine transition. Je passe responsable RH, donc HRP, dans l'activité conseil d'IBM, donc consulting. Et auparavant, pendant 4 ans, j'ai été responsable relations sociales. Donc, c'est toute la partie du travail qu'on a à faire avec les partenaires sociaux, donc la gestion du CSE et tout ce qui est négociation d'entreprise. Voilà en quelques mots. Un grand projet alors dans cette transition. Exactement, c'est un vrai challenge. Sophie, je vous en prie. Alors moi je suis Sophie Tardieu-Bost, donc je suis chez IBM depuis fort longtemps, depuis plus de 30 ans. Donc je suis très bleue, pour prendre le vocabulaire d'IBM. Et je suis HR partner depuis une dizaine d'années. Et là actuellement depuis quelques années au sein de IBM Consulting. D'accord, très bien. Donc vous connaissez bien l'entreprise et oui, je connais tout ce qui se rapporte au harcèlement également. Oui. Alors, on est en live, donc évidemment, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre et que vous poserez des questions tout au long de ce live. N'hésitez pas en tout cas parce qu'on y répondra au fur et à mesure. Et on a la chance d'accueillir du public ce soir. Merci beaucoup aux étudiants et étudiantes d'ITIC d'être là et de suivre ce live en direct. Et n'hésitez pas à poser des questions, évidemment, également. Alors, pour démarrer, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu ce qu'est le harcèlement, les différents types de harcèlement et de poser le cadre, de poser le sujet. Donc, je vais vous laisser... je crois que vous avez préparé aussi un support et un visuel pour que ça donne vraiment une idée de ce qu'est le harcèlement et des différents types de harcèlement. Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Oui, je vais commencer. Exactement, vous avez raison. Et lorsque on a été invité à cette masterclass avec Blandine et Sophie, on s'est dit qu'il était important de commencer de rappeler le contexte juridique dans lequel évoluent les entreprises, parce que le sujet du harcèlement, c'est un sujet délicat et sensible. L'objectif, si vous passez au slide d'après, s'il vous plaît, ce qu'on va voir, c'est que le sujet du harcèlement moral et sexuel a fait l'objet ces dernières années de l'attention de nos responsables politiques et du législateur avec un certain nombre de lois, par exemple 2 lois en 2018 et une loi en 2021. Et c'est par exemple dans cette loi de 2021 qu'on est venu imposer aux entreprises l'obligation de nommer un référent harcèlement côté employeur et aussi côté représentant du personnel. Et on verra derrière qu'il y a une utilité, en tout cas il y a un objectif d'imposer ces référents. Si on place au slide d'après, s'il vous plaît. Ah oui, alors c'est pas la bonne version, mais il n'y a aucun souci. Vous verrez que, en fait, la définition faite par le Code du travail du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, vous les avez dans les slides d'après. Et ce qu'on va comprendre, c'est que le salarié en entreprise va bénéficier d'une double protection, à la fois par le Code du travail, qui va venir clairement prohiber, interdire le harcèlement, mais aussi par le Code pénal. C'est-à-dire que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont des délits pénaux. Et juste les délits pénaux, est-ce que c'était auparavant ou c'est arrivé avec la loi d'obligation de nommer un référent ? Non, c'était déjà auparavant. Le harcèlement moral, je vais vous passer la définition. Vous l'avez sur le slide, mais il y a des notions intéressantes. On parle d'agissement répété, ce qui signifie
que le harcèlement doit résulter de plusieurs actes et non d'un seul. Et donc, c'est peut-être une apalissade, mais la répétition va supposer au moins 2 actes qui peuvent se dérouler tant sur une période très courte que sur une période plus longue et donc avec des faits plus éloignés. Mais il faut des agissements dits répétés. Ensuite, quand on se pose la question du harcèlement, on se pose souvent la question de l'intention. Et il y a un élément intéressant, c'est qu'en droit social, en droit du travail, le harcèlement n'est pas nécessairement intentionnel, contrairement au droit pénal. C'est-à-dire que le harcèlement, il peut découler d'agissements qui n'ont pas pour finalité d'harceler un salarié, par exemple. Mais par contre, des agissements qui pourront avoir les effets du harcèlement. Je vais prendre un exemple. Oui. Le harcèlement institutionnel, qui pourrait résulter de pratiques managériales et non du comportement spécifique d'un individu. Ça serait par exemple une entreprise avec un système de management qui fait que le modèle entraînerait des pratiques qui pourraient être considérées comme du harcèlement. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, c'est vraiment presque un choix de l'entreprise de fonctionner comme ça dans son management et elle ne se rend pas compte que ça peut être apparenté à du harcèlement, c'est ça? Je ne pense pas que ce soit un choix. C'est souvent le fait peut-être de situations dans l'entreprise, d'ambiance dans l'entreprise, peut-être de situations économiques qui nécessitent des moments un peu compliqués et qui, de fait, entraînent des situations qui ont pour conséquence des faits qui pourraient être assimilés à du harcèlement. Je ne pense pas que des entreprises, ou en tout cas j'en serais surpris personnellement, aient intentionnellement un système managérial qui ferait que ça entraînerait du harcèlement. D'accord. Et ensuite, la définition parle d'agissements qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Ça signifie que les faits reprochés n'ont pas nécessairement porté atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, mais le seul risque suffit que ça porte atteinte pour caractériser le harcèlement moral. Sur le slide d'après, on a normalement la définition du harcèlement sexuel, exactement. Ici, comme pour le harcèlement moral, les faits doivent être répétés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une action au moins 2 fois. Et donc, un seul acte ne permet pas de caractériser le harcèlement sexuel en soi. La loi de 2000... Ce sont les mêmes faits ou ils peuvent être différents? Enfin, il faut dire la même chose. C'est une très bonne question. Dans les alinéas A et B en fait, du Code du travail, a été introduit de mémoire, c'est 2021, j'ai un doute, ce qu'on appelle le harcèlement de groupe, où là, ce serait un salarié qui harcèle une victime, puis un autre salarié différent, un salarié B qui harcèle une victime, puis un salarié C. Et donc là, on aurait un acte individuel par salarié, mais un ensemble qui fait qu'on arriverait à constituer un harcèlement sexuel. D'accord. Et vous avez le deuxième alinéa de cette définition qui, lui, fait référence à du chantage sexuel et qui ne va pas nécessiter d'actes répétés, contrairement au premier alinéa, et qui sera quand même assimilé à du harcèlement sexuel. Si on passe au slide d'après, vous avez le sujet de la preuve. C'est un sujet important et on y reviendra. Je pense que Sophie et Blandine auront l'occasion d'y revenir. Se constituer un dossier en tant que victime ou si on est témoin, constituer des dossiers, c'est des éléments importants. La preuve du harcèlement va faire l'objet d'un régime adapté. D'accord ? Puisqu'on sait, en principe, c'est celui qui va alléguer, qui va reprocher quelque chose, qui devra en rapporter la preuve. En harcèlement, on va parler de régime aménagé, puisque le salarié qui pense être victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Et donc, en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que la charge de la preuve va en réalité peser sur l'employeur, qui va devoir démontrer, ou pas d'ailleurs, que les faits rapportés ne sont pas constitutifs du harcèlement. D'accord. L'objectif derrière, c'est de faciliter, encourager la libération de la parole pour que les faits puissent remonter dans les entreprises. Bien sûr. Sur le slide d'après, s'il vous plaît. On arrive à la question de la prévention. C'est primordial et c'est, je pense, le cœur de nos échanges aujourd'hui. Bien sûr. Les entreprises, elles ont une obligation de sécurité et de prévention
qui pèsent sur elle. C'est-à-dire que l'entreprise doit non seulement s'assurer d'adopter un management qui sera exempt de tout harcèlement, mais surtout, elle va devoir prévenir les agissements de harcèlement dans l'entreprise et si des faits lui sont remontés, enquêter et sanctionner si besoin est. Et donc, si je dois résumer, l'employeur, il fait face à une obligation, c'est agir. Une entreprise ne peut pas rester inactive ou silencieuse dès lors qu'on lui rapporte des faits qui laissent supposer un harcèlement. Un des premiers réflexes, c'est enquêter, analyser et prendre des décisions. Et la prévention, c'est agir par anticipation aussi, je suppose, que les collaborateurs soient sensibilisés, etc. aussi. Oui, exactement. On y reviendra, comment on fonctionne sur cette partie-là chez IBM. Exactement. Et on verra que la prévention, si on avance un peu, la prévention, c'est l'affaire de tous dans une entreprise. En tout cas, le choix d'IBM, c'est de faire de la prévention qu'elle concerne tout le monde. Les managers, nos collègues, les RH, le service médical, les représentants du personnel. Tout le monde doit être concerné par la prévention du harcèlement. Tout le monde doit pouvoir remonter des faits s'il est victime ou s'il est témoin. D'accord. Vous avez ici, là, sur les 3 premiers slides, c'était les grandes lignes du cadre juridique du harcèlement en entreprise. C'est un débat qui pourrait durer très longtemps parce que c'est complexe et à la fois très intéressant. Sur le slide d'après, nous avons quelques éléments sur comment fonctionne IBM pour déployer, si je puis dire, son système de prévention. Chez IBM, bonjour Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup d'être présente. Donc on a démarré et Florian est en train de nous donner le cadre du harcèlement et on allait rentrer dans le vif du sujet par rapport à IBM. Mais avant, est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. L'intervention de fil départ, effectivement, donc au sein des ressources humaines, Florian, donc en qualité d'assistant. Donc c'est une fonction qui est assez simple, dont on connaît l'activité. Donc, intégrer le service IBM France. Donc, je travaille médical et là, pour intervenir finalement. Oui. Alors, Blandine, il y a un petit décalage entre le son et il y a des coupures en fait. Du coup, il faut couper l'image peut-être pour qu'on entende mieux ce que vous dites. D'accord. Ah, c'est mieux, je crois. Ça a l'air mieux. D'accord. Donc, je disais que au sein du service médical, ça ne fonctionne pas? Non, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est vraiment haché ce que vous dites et on n'entend pas tous les mots. Nous sommes en live, hein, donc c'est ce qui arrive parfois. Je suis désolée alors. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être de vous reconnecter? D'accord. Ouais, pour voir si ça fonctionne mieux. Florian, je vous laisse continuer en attendant. Oui, pas de souci. Merci. Donc, on allait rentrer dans le cas précis du système de prévention chez IBM. Il y a un point qui est important chez IBM, c'est que l'inclusion, c'est un mot qu'on entend beaucoup, et l'inclusion au sens large, c'est vraiment un principe, une valeur fondamentale, si je puis dire, chez IBM, que chacun des salariés se doit de respecter et promouvoir. C'est-à-dire que culturellement, et Sophie serait bien avec moi, mais culturellement, IBM se veut comme une entreprise inclusive. Et d'ailleurs, la définition que donne IBM à l'inclusion est assez intéressante. C'est créer et maintenir un environnement sain et accueillant où chacune et chacun se sent en sécurité, respecté, bienvenu, intégré au même titre que les autres et peut faire entendre sa voix, contribuer, être connu et valorisé. Dans cette définition, on parle d'un environnement sain, d'un environnement accueillant et où chacun se sent en sécurité.
Et donc, clairement, un salarié qui ne contribuerait pas à maintenir cet environnement sain, par exemple en étant l'auteur de faits de harcèlement, irait clairement à l'encontre des valeurs d'IBM et pourrait donc être sanctionné. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette définition et cette valeur, c'est que IBM va appliquer une politique de la tolérance zéro. C'est-à-dire que les comportements appelés déviants chez IBM, on parle de comportements déviants, ils sont non négociables. C'est tolérance zéro sur ces sujets-là. Et de quelle manière les collaborateurs ont accès à ces valeurs et ces éléments? Comment vous leur communiquez ces points? Alors, sur l'inclusion, on a comment c'est communiqué? En fait, c'est tellement ancré dans l'entreprise que c'est, par exemple, tous les ans, on a un exercice qu'on appelle l'engagement survey. On va mesurer le niveau d'engagement de nos équipes. On va mesurer aussi le niveau du ressenti qu'ils ont de l'inclusion chez IBM. On va avoir des communications régulières. Chez IBM, on a un responsable de la diversité et de l'inclusion. On a des événements qui sont organisés aussi bien par IBM France que par IBM Corporation. IBM est un groupe américain qui va organiser des événements mondiaux pour contribuer. Donc, c'est vraiment une valeur qui est partagée très régulièrement dans l'entreprise. Et d'ailleurs, vous êtes une entreprise internationale. Est-ce que tous les pays partagent ces valeurs-là? Enfin, ce sont les mêmes valeurs pour vraiment le monde entier, parce que parfois, il y a des différentes cultures sur ces sujets-là. Comment ça fonctionne? Vous avez raison, et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs, parce que on l'a vu, on a quand même en France un cadre juridique sur la question du harcèlement qui est assez bien ficelé, si je puis dire. Et il y a des pays où peut-être on pourrait considérer que le cadre juridique n'est pas aussi développé au sens, en tout cas comparable à celui qu'on a en France. Et pour autant, IBM va demander exactement les mêmes exigences à l'ensemble de ses salariés et partout dans le monde. Et pour ce faire, IBM va déployer des programmes mondiaux. Si un salarié se sent victime de harcèlement, par exemple, ou s'il est témoin, pour pouvoir remonter ces faits, peu importe le pays et peu importe les initiatives qui sont prises par le pays en local, peu importe ce que, par exemple, la DRH locale aura mis en place, etc., etc. Parce que, comme vous le dites, il y a des pays où culturellement, il peut y avoir quelques différences. D'accord. Pour continuer sur la prévention, ça passe comment? Comment on participe un peu à faire que tout le monde contribue à la prévention? Il y a des formations que chaque manager, dans un premier temps, doit suivre. C'est des formations obligatoires sur le management dit bienveillant et la prévention du harcèlement. D'accord. C'est des formations qui vont se faire en ligne et qui vont présenter les attendus d'un manager chez IBM, les bons réflexes à avoir face à des situations et notamment les bons réflexes en termes de prévention ou si des faits sont remontés. Ces formations sont aussi déployées au niveau des salariés et pour l'ensemble des salariés qui doivent les suivre. Aussi, donc vous voyez, on a une action de formation spécifique sur nos managers, une action de formation spécifique sur nos salariés. On a aussi, chez IBM, on a différentes agences réparties un petit peu partout sur le territoire national, un peu partout en France, Nantes, Montpellier, Bordeaux, etc. On a des directeurs de sites et qui vont être formés spécifiquement à la gestion de ces situations. Et eux ont été formés par un prestataire extérieur. Blandine pourra mieux nous en parler que nous si elle nous rejoint. Justement, on me fait signe qu'elle peut nous rejoindre là. Alors, super. Quelle transition. Et donc oui, qui sont formés, ces directeurs de site qui sont formés, qui ont été formés par un prestataire avec lequel on travaille depuis très longtemps, qui est Cali Social et que Blandine connaît très bien. Bonjour Blandine, rebonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, on va réessayer, mais j'ai l'impression que ça coupe encore un peu. Je suis navrée, pourtant ma connexion. Et j'avais beaucoup de choses à échanger. J'attends avec vous raconter tout ça. Ouais, bon, ça va
Ouais, c'est toujours aussi haché en fait. Je suis Mince. désolée. Ah, je suis désolée. Ah bah ça a coupé complètement là. Bon. Florian, tu peux peut-être continuer avec la partie de Blandine. Oui, bien sûr. Bien. Donc je vous disais, on a nos directeurs de site qui sont formés qui ont été formés par un prestataire extérieur qui s'appelle Cali Social. Et aussi, vous demandiez un peu concrètement comment l'inclusion a été mise en place et ces principes-là. C'est tous les ans, les salariés, chaque IBMer, un IBMer, c'est les salariés d'IBM, c'est le petit jargon. Et chaque salarié s'engage à respecter ce qu'on appelle des règles de conduite dans les affaires, qui vont comprendre des règles plutôt business, si je puis dire, et qui comprend également une partie sur justement la prévention, la lutte du harcèlement. L'objectif étant que les salariés connaissent les lignes rouges à ne pas dépasser chez IBM, les attendus qu'on attend d'un salarié qui travaille chez IBM, et surtout les encourager, les inciter à remonter les faits qui iraient à l'encontre des règles de conduite d'IBM. Si je constate un comportement qui n'est pas adapté, par exemple un comportement qui pourrait être considéré comme du harcèlement, chez IBM, je suis invité, je suis encouragé, et j'ai même, si je puis dire, une sorte d'obligation à remonter ces faits et à alerter. D'accord ? D'accord. Et donc, vous avez aussi des référents, je suppose, chez IBM, puisque c'est obligatoire maintenant. Comment sont-ils sélectionnés? Comment on y a accès? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également? Alors, on a effectivement des référents au niveau d'IBM. On va avoir des référents qui ont été désignés par la direction et je pense plus précisément par la DRH, le directeur des ressources humaines. D'accord. Et on va avoir des référents qui vont être positionnés sur nos différents établissements. Et on va également avoir des référents côté représentants du personnel. La position qu'a pris IBM, c'est que les représentants... En fait, l'objectif d'IBM, si je puis dire, dans notre système de prévention, c'est multiplier les canaux pour que les salariés puissent trouver l'oreille attentive qu'ils souhaitent. Donc, Parfois, un salarié peut être victime ou se sentir victime de harcèlement, il peut décider ou ne pas vouloir en parler à son manager, peut-être parce que c'est l'auteur des faits. Il souhaite ou il ne voudra peut-être pas en parler à son DRH, à son RH, parce qu'il a peur des représailles. Et donc, l'objectif, c'est de multiplier les canaux d'écoute pour que les salariés puissent être confortables et à l'aise pour remonter ces situations. En tout cas, le plus possible. Mais les référents sont aussi des collaborateurs ou managers chez IBM, mais peut-être pas dans les mêmes services, etc. C'est ça que vous me dites. C'est ça, c'est souvent des managers, en tout cas côté, si je puis dire, côté management, c'est souvent des managers du coup, et représentants du personnel, ce sont des élus côté CSE. D'accord, très bien. Alors Blandine, refaisons un essai. Ou pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, Blandine. Je pense que l'image est figée. Ouais. J'ai peur que nous n'ayons pas Blandine ce soir. Alors, en attendant, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions et qu'on y répondra au fur et à mesure. Et dans notre public également, n'hésitez pas. Et Blandine est repartie. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments par rapport à la slide, Florian. Non, je vous ai expliqué globalement comment fonctionne le système de prévention chez IBM. Je pense que l'idée principale, c'est ça, c'est vraiment que ce que souhaite IBM, c'est que ce soit l'affaire de tous et que chacun soit acteur, soit porter des messages de prévention, soit accompagner les salariés qui pourraient se sentir victimes, soit voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait qu'IBM essaye d'avoir le système le plus sain, si je puis dire, possible. D'accord. Et malgré tout, est-ce que vous avez des cas de harcèlement au sein de l'entreprise et comment sont-ils gérés? Jusqu'où vont les pénalités? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Ouais. Et donc, on a donc une prévention et vous avez raison.
Est-ce que j'étais en train de dire qu'on n'a pas de cash IBM? Non. Et il en existe. Et je pense que ce qui est important de comprendre, donc je le considère comme ça, c'est que si les cas remontent, c'est pour moi signe que l'environnement permet justement aux situations de remonter. On passe sûrement plus de la moitié de notre temps de la semaine en entreprise. S'il y a des faits de harcèlement qui sont remontés dans la vie privée, je serais surpris que certains faits ne soient pas remontés dans la vie d'une entreprise. Donc oui, il y a des faits qui sont remontés. Oui, Et ensuite, collaborateurs se sentent en confiance pour justement pouvoir remonter et ne pas rester avec ça, ce poids sur eux, quoi. Exactement, c'est l'objectif, clairement. Donc en effet, peut-être que je peux en parler, Florian, à ce moment-là. Il nous arrive en effet d'avoir des cas de harcèlement supposé, en tous les cas au départ, qui sont remontés. Donc, comme l'expliquait Florian, il y a plusieurs manières de remonter, de s'exprimer, de remonter. On peut le faire de manière anonyme. On appelle ça un programme Speak Up. Donc, ça, c'est un programme corporate donc, que tout le monde peut utiliser. On peut aussi aller voir son RH, son manager, un collègue qui peut aussi être un porte-parole, un représentant du personnel, le service médico-social, le psychologue de l'entreprise. Il y a vraiment des canaux multiples. L'important, c'est que la personne s'exprime à un moment donné, puisque sinon, évidemment, on ne peut rien faire. D'accord. Et donc, effectivement, on peut être amené à être saisi d'une situation. Et à ce moment-là, à un moment donné, ça revient au HR partner qui a pour mission de comprendre rapidement un peu quelle est la situation et de convoquer une cellule d'urgence. D'accord. Donc, on avait prévu une diapositive là-dessus. Donc, on a une cellule d'urgence qu'on peut peut-être projeter la diapositive, bien sûr. Donc, c'est une cellule d'urgence. Là, on est en système curatif. Donc, la situation est là et il faut la traiter. Donc, cette cellule, elle est mobilisable à tout moment. Donc, on peut être capable de la mettre en œuvre dans les 2 heures qui suivent, s'il y a vraiment une urgence. Et en tous les cas, donc les membres sont les membres de la DRH, des relations sociales, du service médico-social, du juridique, la ligne de management quand c'est approprié. Donc, vous voyez, on prend plusieurs parties de la RH et du juridique et du médico-social pour examiner la situation. D'accord. Et on va tous avancer dans la situation de manière concertée. Donc, c'est une grande force parce qu'on n'est pas seul en tant qu'HR partner à essayer de voir ce qui est bien. Non, on confronte les idées. Et puis, on va se réunir plusieurs occurrences en fonction de l'avancement de notre enquête. Donc, il y a des cas de harcèlement sexuel ou donc des exemples. Je ne sais pas si je peux rentrer dans l'exemple parce que ça va être un petit peu long, mais à chaque fois, ce qu'on demande aux collaborateurs, c'est d'étayer. On a une écoute bienveillante et neutre, mais on a besoin quand même d'avoir des éléments de preuve. Donc, on va demander aux collaborateurs ou à la collaboratrice de nous transmettre des éléments précis. D'accord. Quelles sont les dates? Donc, des effets chronologiques. Quelles sont les dates? Est-ce qu'il y a des mails? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des propos? Avoir des éléments en main qui nous permettent d'apprécier une situation. Et ensuite, selon les cas, nous allons enquêter auprès des personnes citées comme témoins ou des managers ou les parties prenantes pour nous faire une idée. Il se peut aussi que nous mettions en place une procédure de sauvegarde de l'employé qui se sent mal à l'aise dans un environnement. On peut pas l'isoler, mais la déplacer dans un autre environnement pour qu'elle se sente bien pendant la période de l'enquête. Et puis, le cas échéant, on met en place des mesures disciplinaires. D'accord. Voilà. Et le harceleur ou la harceleuse présumée, quelles mesures sont prises comme ça en 2 heures dans l'immédiat? Comment vous faites? Parce que tant que vous n'avez pas tous les éléments et que les choses ne sont pas avérées, ça peut être en effet assez compliqué. On procède par itération. D'accord. C'est-à-dire au fur et à mesure, on a des éléments, on décide une action. Donc, la première action en général, c'est quand même de faire recevoir le collaborateur ou la collaboratrice. Ça peut être par le directeur d'établissement, notamment si la personne est en région. Et au fur et à mesure, on se réunit à nouveau sur la base des nouveaux éléments qui arrivent. D'accord. Et c'est vraiment une enquête.
Oui. Et au fur et à mesure des éléments qui se précisent, on comprend mieux s'il y a une raison d'harcèlement moral ou sexuel et de l'attitude à prendre. D'accord. Et je suppose que pour mener cette enquête, les membres de la cellule ont été aussi formés spécifiquement à poser des questions, à amener la victime ou le témoin à donner les bons éléments, etc. C'est vrai, c'est vraiment une technique en fait. C'est vrai que les directeurs d'établissement en particulier sont formés donc, par Cali Social. C'est un peu une technique de coaching aussi. Ça ne s'improvise pas, puisqu'il faut avoir une écoute bienveillante. On peut avoir affaire à une personne qui est blessée, qui a du mal à s'exprimer, qui peut avoir honte. Donc c'est vrai qu'il y a toute une psychologie à avoir. Et ça, c'est une formation derrière. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a des référents aussi. Bien sûr. Qui sont plus qualifiés que d'autres à faire ça. Oui, je comprends. Et puis, il faut aussi, je suppose, avoir la personnalité adéquate, cette empathie envers les personnes, pas de jugement, des choses comme ça. C'est pas évident toujours de pas juger, de pas parfois refuser l'information, parce que je suppose que la personne qui a l'information, elle peut être collègue avec le harceleur ou la harceleuse présumée. Enfin, c'est pas évident en fait. Vraiment, c'est délicat. C'est toujours délicat ces situations. Ce qu'il faut aussi, je pense, avoir en tête, c'est qu'il faut toujours avoir le souci quand il y a une personne incriminée, de l'écouter, d'écouter ce qu'elle a à dire. Et ces éléments sont très importants aussi pour apprécier la situation. C'est rarement les bons et les méchants. C'est pas simple, on est dans l'humain. C'est plus complexe, bien sûr. C'est complexe. Donc il faut avoir une écoute bienveillante pour les deux parties, je dirais. Et ensuite, à chaque fois, on se réunit à nouveau avec toute cette équipe-là qui a été constituée au départ. Et puis, on avance pas à pas. D'accord. Et en finale, il faut toujours avoir le souci de revenir vers la personne qui est la victime, entre guillemets ou pas guillemets d'ailleurs, on va l'appeler la victime, pour faire un suivi. Et puis ce qu'on demande aussi, ce que j'ai oublié, c'est que quand on demande à la personne qui fait part d'un problème, des éléments précis, on lui demande aussi quelles sont ses attentes. Ça peut être par exemple, je ne veux plus être au contact de ce collaborateur, je ne veux plus travailler pour ce manager. Donc c'est important pour nous dès le départ de savoir quelles sont les attentes. Et puis on essaye d'aller dans la bonne direction de manière concertée. D'accord. Donc je pense vraiment que c'est une force d'avoir constitué cette cellule d'urgence. Surtout, vous êtes hyper réactif, du coup, la personne se sent considérée tout de suite, en fait. Oui. Après, la victime, elle parle à tout le monde ou elle va parler à quelqu'un et ensuite vous vous regroupez, parce que parfois c'est difficile de parler à plusieurs personnes quand on n'est pas bien. Comment ça se passe quand elle doit témoigner de ce qui se passe? Est-ce que c'est devant toute la cellule ou... Non, pas du tout. Non. Il y a l'interlocuteur. D'accord. Oui. Qui va rester et faire le suivi et le feedback. On est vraiment dans le confidentiel, ça touche du personnel bien aussi, sûr. Ça peut être intime aussi parfois. Non, il y a un interlocuteur privilégié. D'accord. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a plus de harceleuses, plus de harceleurs? Est-ce que vous avez des éléments à nous fournir là-dessus? Enfin, chez IBM ou de manière générale, vous avez constaté des différences, soit entre les hommes et les femmes ou au niveau hiérarchique? Alors, pour le harcèlement moral, non. Harcèlement sexuel, moi, personnellement, les situations que j'ai eu à traiter, c'est vrai que c'était des femmes, souvent des jeunes femmes qui se plaignaient. D'accord. Mais bon. Il n'y a pas forcément de... Non, on n'a pas fait de statistiques non plus, sûr. Mais si je parle de mon expérience personnelle, c'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. Alors, Blandine fait un essai de nouveau. Blandine... Dernier essai, oui. Alors, toujours pas? Est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très très bien. Et je suis désolée, mais ça coupe toujours autant et malheureusement, vraiment, vous êtes très haché. On entend un mot sur deux, en fait. C'est bien dommage. Bon, je crois que nous n'aurons pas Blandine ce soir, mais peut-être qu'on pourra
Alors, sur cette slide, Florian, tu peux peut-être présenter le IBM Employee Concerns, le programme Speak Up. Oui, c'est ce que tu disais, Sophie, un peu plus tôt. C'est des procédures qu'on a au niveau international pour que les salariés, soit victimes, soit témoins, puissent remonter des faits. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, des salariés sont pas à l'aise pour X raisons d'en parler dans le pays local, par exemple. Et donc, il doit pouvoir avoir une voie d'accès que sont ces procédures internationales. En France, de mémoire, elles sont relativement peu utilisé. Ça reste utile. À partir du moment où c'est utilisé, c'est que c'est utile. Mais je pense que l'intérêt, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, est peut-être plus poussé sur des pays où culturellement c'est différent. D'accord. S'il y a un cas avéré d'harcèlement, on connaît l'auteur, etc., jusqu'où peut aller la sanction, en fait. Et si la sanction va jusqu'au licenciement, est-ce qu'on a des indemnités de licenciement dans ces cas-là? Enfin, comment je suppose que là, vous vous basez sur le droit du travail. Est-ce que IBM, qu'est-ce que fait IBM dans ces cas-là? Clairement, Sophie, tu veux que je réponde? Oui, moi, je n'ai pas eu de cas de licenciement dans les quelques cas que j'ai traités. C'était des avertissements, voire des mises à pied quelques jours. D'accord. Mais ça n'est pas allé jusque-là. D'accord. Mais ce n'était pas des affaires assez lourdes. Je comprends. Mais clairement, ça peut aller jusqu'au licenciement et ça serait un licenciement pour faute grave. Oui, ça c'est évident. D'accord. En fait, comme le disait Sophie, du coup, c'est ce qu'on disait, il y a une enquête, il y a une analyse de la situation qui est faite et ensuite on essaye de prendre la meilleure décision, en tout cas la décision la plus adaptée à la situation et selon l'analyse qu'on en a eue. Mais ça peut aller jusqu'au licenciement, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner 5 conseils à une personne harcelée? Quelles sont les 5 choses que la personne doit faire ou comportements à avoir? Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui n'a pas osé parler encore? Oui, alors moi je dirais d'aller se confier à une personne de confiance. Si la personne n'est pas capable d'aller porter cette parole, de confier ça à quelqu'un, de ne pas rester avec ça parce que ça peut être un peu du poison. Ça peut être, je pense à une collaboratrice qui était choquée par des comportements. Elle n'a pas su en parler et c'est sorti 1 an après et ça la rendait vraiment extrêmement inconfortable, c'est un minimum. C'était, pour elle, c'était un poids, un véritable poids. Donc ne pas garder ça pour soi. Et puis, préparer, recueillir des éléments précis. Parce qu'on a quand même besoin de s'appuyer sur des choses quand même. Est-ce que tu veux dire autre chose, Florian? Non, je pense que tu as tout dit, Sophie. J'aurais exactement les mêmes conseils à donner. Parler, essayer de parler, dénoncer, en parler à des personnes autour si on ne se sent pas capable de le faire. Et effectivement, si possible, soit se faire assister d'un témoin ou en tout cas constituer des éléments, des preuves pour qu'ensuite la situation soit traitée au mieux. Ouais. D'accord. Et alors, on parle beaucoup de harcèlement en entreprise, mais aussi scolaire. Est-ce que vous pensez qu'on est sur des mêmes niveaux ou des mêmes comportements ou ça va être un peu différent dans une entreprise que à l'école, à votre avis? Moi, j'imagine que c'est quand même différent. Déjà, on n'a pas les mêmes âges, pas les mêmes enjeux. Un emploi, c'est quand même ce qui nous fait vivre aussi. Je pense qu'il y a un enjeu qui est très fort. Je sais pas, je mets pas sur le même plan, mais j'ai du mal à avoir des éléments précis pour vous répondre. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais, Florian? Non, c'est une bonne question. Je te rejoins, Sophie. Sûrement que les finalités ne sont pas les mêmes, mais les mécanismes, peut-être qu'on retrouve les mêmes modèles et ce qui se passe dans une cour de récréation peut se dupliquer dans une entreprise avec effectivement derrière des faits qui peuvent être différents, mais
Je suis pas un spécialiste du sujet pour le coup, le harcèlement scolaire, mais peut-être que le mécanisme du harcèlement est le même qu'il soit en entreprise ou qu'il soit dans une cour de récréation ou dans une classe. Après, comme le disait Sophie très clairement, c'est qu'on n'est pas sur pas le même environnement et le même contexte. Voilà, je pense que c'est quand même deux sujets différents. D'accord. Et alors, on parle aussi aujourd'hui beaucoup de cyberharcèlement. Et là, c'est sur les réseaux, c'est par mail, c'est en plus à la vue de tous. Est-ce que c'est aussi arrivé des fois que ça a eu jusque-là dans des cas que vous avez eus où la personne en plus était touchée sur ses réseaux sociaux, etc. Je sais qu'il y a eu des situations où on a trouvé des images, on va dire pornographiques sur des réseaux IBM. Donc ça c'est vraiment passible d'une sanction lourde, pouvant aller jusqu'au licenciement. Je pense que la réponse c'est le licenciement d'ailleurs, clairement. On n'a évidemment pas le droit à utiliser les outils de la compagnie pour ce genre de choses. Après, tout l'aspect de harcèlement par les réseaux. Et du coup, là, on passe sur la sphère aussi personnelle, en fait. C'est que la personne ne s'arrête pas au harcèlement au travail, mais elle bascule aussi, elle harcèle la personne une fois qu'elle est dans sa sphère vraiment personnelle, quoi, par les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il est important, c'est que même si la personne, la victime subit du harcèlement dans sa vie peut-être privée, et encore, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'entreprise doit être aussi un lieu d'écoute pour ces sujets-là. Peut-être que pour la victime, elle se sentira plus à l'aise de parler dans son entreprise parce qu'elle sait que elle a des moyens pour parler qui lui donnent confiance et qu'elle a une entreprise en face d'elle qui pourra l'accompagner et sur des démarches extérieures. Ça peut être aussi l'objectif des services médicaux et donc peut-être que les chemins se croisent entre guillemets. Ouais, je dirais que quand un manager, par exemple, ressent qu'un collaborateur se sent mal, a des vraies fragilités, vraies difficultés, on lui propose de contacter le psychologue d'entreprise qui intervient à titre dans la plus grande confidentialité pour s'exprimer. Et le psychologue d'IBM peut justement recueillir des confidences personnelles sur des personnes, des choses qui perturbent le collaborateur dans sa vie personnelle. Ça peut tout à fait, bien sûr, être le sujet d'une discussion avec le psychologue. D'accord. Surtout, on est quand même une même personne, à la maison et au travail, on est la même personne. Donc, on arrive aussi à son travail avec ses problématiques personnelles. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites aussi accompagner d'associations pour aider les victimes de harcèlement ou vous gérez tout en interne? Alors, moi, je n'ai pas eu connaissance de sujets nécessitant ça. À ma connaissance, non. Mais là, pour le coup, ce serait bien que Blandine puisse répondre, mais on n'a pas Blandine ce soir. Peut-être qu'elle nous a entendus et va répondre par écrit. Je sais qu'elle était sur le chat tout à l'heure. Tu nous manques, Blandine. Oui, mais c'est pour ça précisément que dans la cellule d'urgence, on a aussi le service médico-social qui peut apporter un complément d'aide et de support. D'accord. Et alors, j'ai une question. Du coup, on est en train de me la noter. Et je voyais une question dans le chat, je me permets, pour revenir sur le scolaire, un alternant chez IBM peut-il recevoir le même soutien qu'un employé s'il est harcelé dans son école? Bien évidemment. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour le coup, et Sophie le disait très clairement, c'est les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie personnelle. On est la même personne à l'entreprise et justement, c'est bien d'en parler dans son entreprise si on sent qu'on est dans un environnement sain. Et donc, bien évidemment que l'alternance sera traitée exactement de la même manière. Par exemple, si je peux. Non, allez-y. Je pense au cas d'une stagiaire qui était en fin de stage. C'était un stage de 6 mois. Donc c'était une étudiante, elle avait quitté la compagnie. Et juste à la fin de son stage, elle a été choquée par des propos qu'elle a entendus dans une soirée after work. Donc c'était pas dans les locaux IBM, c'était donc dans un bar. Elle s'est trouvée choquée et elle en a parlé à notre responsable diversité et inclusion. D'accord. Donc ces propos étaient perturbants parce que finalement elle a pris, selon elle a pris conscience que dans l'agence dans laquelle elle avait travaillé pendant 6 mois, il y avait
cette personne qui avait des propos sexistes. Donc, on a fait une cellule d'urgence. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on l'a fait recevoir par le directeur d'établissement. Elle s'est exprimée. Elle a cité... donc, suite à ça, elle n'a jamais voulu citer explicitement les personnes. Parce que ces personnes qui avaient des propos sexistes, néanmoins, elle avait aidé sur le plan de ses missions. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, c'est parce que, malgré tout, elle disait que ces personnes lui avaient apporté des bonnes choses aussi. Elle était reconnaissante aussi, dans un sens. Voilà. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons interviewé une autre stagiaire dans le même environnement qui, elle, n'avait pas le même ressenti. Donc, c'est aussi une question de sensibilité, il faut croire. Et puis, comme elle n'avait pas pu, justement, citer des personnes en particulier, on n'a pas pu mener d'action ciblée. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait recevoir les managers de l'agence par le DRH d'IBM France pour sensibiliser les managers sur le fait que c'était absolument inacceptable, que ce soit dans un after-work en dehors des locaux ou dans les locaux d'IBM, d'avoir ce genre de propos. Et puis, on a rappelé la nécessité de se former aux formations bullying et sexual harassment. D'accord. Mais vous voyez, c'est compliqué quand on n'a pas de nom. Ah bah oui. Du coup, vous ne pouvez pas agir concrètement face aux personnes. Vous êtes obligé de faire quelque chose de généraliste. Donc, on a quelque chose de global. Ouais. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette jeune fille partait. Mais pour nous, c'était très important de lui dire que sa parole était prise en compte. On l'a remerciée de nous avoir alertés. Et puis, voilà, c'était vraiment bien fait, en fait. Bien sûr. Je comprends, et c'est vrai qu'on parle de sensibilité. Je pense que c'est pas évident parce que on reçoit pas tous l'information de la même manière, et une personne va dire quelque chose et va parfois ne pas se rendre compte qu'elle peut heurter d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est bien malgré tout. Même s'il y a une histoire de sensibilité, de toujours entendre des personnes qui ont qui se sont senties mal par rapport à une parole que quelqu'un a pu dire, même si la personne ne pensait pas à mal, en fait. Ouais. L'important, c'est l'impact. C'est ça, voilà. L'impact que ça a généré. Donc, c'est toujours important, en fait. On peut pas dire, oh, bah, c'est pas grave, cette personne-là, elle est sensible. C'est vraiment, donc, votre réaction, elle est super parce que la personne, elle a dû se sentir considérée et on n'a pas balayé ce qu'elle a pu ressentir, quoi. Par contre, je voudrais juste dire un mot cette histoire de ce sujet de sensibilité. Il y a aussi visiblement une question culturelle. On m'a fait part, dernièrement une collègue me faisait part de cette situation. 2 collègues IBM de pays différents qui allaient se retrouver en France. La personne qui était à l'étranger allait venir en France quelques jours. Et le collègue masculin disait à sa collègue féminine, écoute, quand tu viendras, allons boire une bière, et peut-être 2 ou 3. Et ça l'a terriblement choquée. Alors, je ne sais pas quelle est la nationalité de cette jeune femme, mais pour le coup, elle a pris ça de manière comme un harcèlement sexuel. Bien sûr. Alors que, apparemment, c'était pas le cas. C'est de l'accueil. Enfin, en France, c'est souvent notre façon d'accueillir aussi un nouveau collaborateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours rester neutre et essayer de comprendre les intentions des uns et des autres. Oui, c'est sûr. Oui. Et c'est ce qu'on disait, c'est que d'un pays à l'autre, voilà, on n'est pas forcément sur les mêmes fonctionnements, quoi. Oui. C'est encore plus compliqué quand il y a des cultures différentes, quoi. Oui. Je voulais revenir sur la question des alternants. Un alternant, en effet, doit aller voir son entreprise s'ils se sont harcelés à l'école, et inversement. On est aussi, nous, en tant qu'école, là pour être présent. Il y a un référent harcèlement au sein de l'école qui peut être à l'écoute des alternants qui seraient harcelés en entreprise, et donc cette personne-là, ce référent serait... en l'occurrence, je suis la référente harcèlement de l'école, et je serai la porte-parole auprès de l'entreprise pour régler la situation. Et ça peut aussi mettre dans le confort un étudiant qui se sentirait harcelé en entreprise. Ou une étudiante, évidemment. Ah, mais c'est très bien. Pardon. Alors, pour continuer dans les questions, je vous ai demandé 5 conseils pour une personne harcelée tout à l'heure, et je vais vous demander 5 conseils pour une entreprise qui veut mettre en place une politique anti-harcèlement. Donc, vous avez 5 conseils à lui donner. Pardon.
pas facile la question. Une volonté, déjà, il faut une vraie volonté portée par le plus haut niveau de direction, je pense. Après, je dirais qu'il faut qu'on ait un process partagé de tous, connu de tous. C'est-à-dire que chacun sache vers qui se diriger, encore une fois, s'il est témoin ou se sent victime. Et ensuite, former, sensibiliser régulièrement. J'en ai 3 là. Hein. Oui. Il m'en faudrait encore 2. Non, je vais aider Jean-Guy, je vais dire quelque chose. Merci Sophie. Moi, je trouve que notre certification annuelle hein, des Business Conduct Guidelines, un principe de conduite dans les affaires, qui a un chapitre justement sur ce sujet-là, est très utile parce que ça rappelle à chaque collaborateur qu'il a le devoir de témoigner, de parler s'il est témoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire circuler, il n'y a rien à voir. On est obligé, à titre personnel, de réagir si on a été témoin de quelque chose. Et moi, je trouve que ça, c'est puissant. Parce que finalement, on est tous responsables. Tout à fait. Et si, par exemple, vous vous rendez compte durant l'enquête qu'une personne a été témoin, mais qu'elle n'a rien dit, est-ce qu'il y a des sanctions pour cette personne ? On va essayer peut-être essayer de comprendre pourquoi la personne n'a rien dit. Mais notre objectif, c'est vraiment de trouver une solution à la personne qui se plaint. Mon objectif le premier, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Je te rejoins totalement, Sophie, et je pense que c'est hyper important dans les systèmes de prévention de responsabiliser chaque salarié. Et encore une fois, ça concerne tout le monde, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas de hiérarchie qui tienne ou quoi que ce soit. C'est chaque salarié est porteur d'un système de prévention et doit en prendre la mesure. De la même manière, en dehors de ce sujet, quand on voit un collègue, quelqu'un autour de nous qui n'est pas bien, qui est fragile, qui peut pleurer éventuellement, il faut faire quelque chose. Bien sûr. Il faut signaler au manager ou à la personne qui va bien. Je m'inquiète. Oui, tout à fait. Je m'inquiète. On ne va pas rester sans rien faire. Bien sûr. Et alors, je ne sais pas s'il y a des syndicats chez IBM. Oui. Est-ce qu'ils ont un rôle également à jouer dans le harcèlement ? Enfin, est-ce que vous vous appuyez aussi sur eux ? On va laisser Florian répondre. Ouais. Oui, bien sûr qu'on s'appuie sur eux, bien sûr, c'est évident, c'est un relais d'information extrêmement important, c'est-à-dire que ils vont avoir accès à des salariés qui vont peut-être préférer parler à un représentant du personnel parce qu'ils vont se sentir plutôt mieux protégés. Et donc, si une alerte est remontée par le représentant des représentants du personnel, elle sera traitée exactement de la même manière qu'un autre canal de communication. Donc, ils font pleinement partie du système et on les a formés pour ça également, qu'on avait formé nos directeurs de site. Hein. Concrètement, c'était une formation commune, directeur de site et représentant du personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu distinguer des process qui pourraient être différents. Non, c'est des vrais relais de communication et c'est leur rôle principal d'ailleurs. D'accord. Alors, je crois que Blandine est d'accord avec vous sur la charte de bonne conduite. Elle l'a notée dans le chat. Et j'ai une question de la part de Mohamed. Le passage à l'acte sur les réseaux sociaux est facilité souvent par un sentiment d'impunité que procure l'anonymat avec des VPN par exemple. Alors, c'est pas une question, c'est un fait. Donc Mohamed nous dit que il trouve que le passage à l'acte sur les réseaux est facilité puisque c'est vrai qu'on est moins touché directement. Enfin, on peut évidemment dire ce qu'on veut de manière anonyme, mais je sais pas si ça joue plus chez IBM ou pas, puisque vous avez quand même des moyens de retrouver les ordinateurs des personnes qui feraient du harcèlement. Ça, pour je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de harcèlement qui viendrait de on ne sait pas d'où, de manière anonyme. D'accord. Mais ce que disait Mohamed, c'est un peu le débat de Twitter, hein, si je puis dire. Sous couvert d'anonymat, tout est permis. Et là, c'est un autre grand débat. C'est un autre sujet, oui. qui est beaucoup d'actualité, enfin qui fait énormément l'actualité aussi en ce moment, parce que les gens se permettent de plus en plus sur Twitter de faire du lynchage en direct. Quoi. Exactement.
si vous deviez, on arrive un petit peu à la fin de ce jeudi live. Est-ce que dans le public, j'ai des questions, des remarques? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, Sonia. Alors, déjà, merci pour ces présentations et nous parler de votre groupe, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question sur le contenu des formations. Est-ce que, comment vous adaptez vos formations? Parce que j'imagine qu'on ne sensibilise pas de la même manière des managers que des employés. Je pense surtout à, par exemple, peut-être des générations qui vont peut-être pas être autant sensibilisées que les jeunes générations qui sont un peu old school, on va dire. Comment vous appréhendez ça et de vous dire, est-ce que c'est pas un peu dans le vent ce qu'on est en train de faire comme type de sensibilisation? Est-ce que votre question est de dire est-ce que c'est pas un coup d'effet de mode, c'est ça? Non, pas du tout. C'est plus comment vous appréhendez, parce que tout le monde ne va pas être réceptif de la même manière. Il y a peut-être des personnes qui vont pas prendre ça au sérieux. Oui. Comment vous appréhendez ça, en tout cas, dans les... Vous avez raison. Je pense à un collaborateur qui disait que son manager relançait parce qu'il ne faisait pas cette formation, qui est obligatoire. Il avait dit, moi, j'ai été éduqué par mes parents. Donc, c'était il y a fort longtemps, c'est un monsieur qui avait plus de 50 ans. Donc, il considérait que sa formation était faite. Eh bien, on lui a dit, tu sais quoi, tu dois faire cette formation. Et il n'y a pas de débat. Chacun doit faire cette formation. Est-ce qu'il en a retiré quelque chose pour lui? Il a fait. Ouais. Après, Bon. elles sont bien faites, ces formations. Il y a pas mal des jeux de rôle, beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment percutant. Je sais pas ce que vous en... Blandine va peut-être pas nous parler. Florian, tu es d'accord avec moi? C'est vraiment très d'actualité. C'est vraiment en situation, ça reflète complètement des situations que l'on vit au travail. Oui, exactement. C'est des mises en... Pardon, excuse-moi Sophie, c'est des mises en pratique, quotidiennes. Sur la partie manager, c'est comment traiter des situations. D'abord, quels sont les principes d'IBM, etc., etc. Et ensuite, face à des situations, comment réagir. Et c'est vraiment des situations concrètes, c'est une formation en ligne, donc, mais avec des mises en situation, des vidéos, c'est extrêmement bien fait. Et pour répondre à la question aussi de la personne qui a posé la question précédente, on a le même niveau d'exigence que le salarié ait 28 ans ou 55 ans. Il y a des règles indérogeables, on va dire, sur cette partie-là qui sont fixées par IBM et tout le monde doit les suivre. Peu importe l'âge, peu importe sa culture, peu importe son éducation, etc., etc. Donc le niveau d'exigence, si je puis dire, est le même pour tous. D'accord. Et c'est la même exigence pour tous les pays dans le monde. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Sonia? Oui. Merci. Oui, Christina? Bonsoir, je m'appelle Christina et je suis en Master 1, c'est RH et éthique et en alternance chez Carrefour. Du coup, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand la victime elle accuse l'harceleur ou l'harceleuse et vous faites l'enquête et vous vous rendez compte que finalement ce n'est pas du tout vrai. Que ce n'est pas... C'est pas vrai. Que c'est pas vrai ou que c'est sûr C'est pas vrai. C'est exagéré. Que c'est l'enquête et que le harceleur, pardon, l'harceleuse, c'est pas vrai qu'elle a harcelé la victime. Donc la victime aurait menti, c'est ça? Oui, exactement. Elle aurait menti délibérément. Oui, menti, exactement. Ouais. Ça, c'est un problème, s'il y a une intention véritable de nuire à ce moment-là. D'accord. Et du coup, vous alors là, effectivement, oui, effectivement, ce serait un cas d'école intéressant, oui. Il faudrait qu'on agisse, oui. Ouais. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un volontairement. C'est même pas une question d'interprétation. Alors, c'est ni de ressenti, c'est volontairement. Finalement, c'est la victime prétendue qui devient la harceleuse, en fait. Oui. Enfin, c'est pour ça qu'on doit écouter à chaque fois les deux parties, ce que je disais, parce qu'il faut pas partir du principe parce que quelqu'un se plaint qu'il a raison. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne des sanctions. Alors, Ouais, Sophie, je trouvais ça hyper intéressant, effectivement, et ça rappelle ce que tu disais, c'est que dans ces situations-là, il faut être hyper objectif
prendre les sujets, le sujet de manière du coup factuelle. Et puis, ça rappelle aussi c'est un grand mot, mais la présomption d'innocence, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'avant de prendre des décisions, il faut être sûr des faits qui sont remontés, de la situation, et voilà, essayer d'être le plus objectif, encore une fois, précis. Ok. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir, moi j'ai une question. Est-ce que dans votre entreprise, les formations, c'est en individuel ou en collectif? Et quand c'est en individuel et en présentiel, vous trouvez que une victime, elle arrive plus à s'exprimer au coach avec qui elle a cet échange, ce moment de partage? Est-ce que et si c'est le cas, est-ce que vous avez des partenariats avec des coachs, des formateurs qui viennent former, avoir cette formation avec vos collaborateurs? D'accord, merci pour cette question. Donc, ces formations, elles sont en ligne. Donc, en fait, chacun les suit à son rythme, dans son propre environnement. Là, maintenant, la partie de s'exprimer, c'est vraiment autre chose. Hein. Donc, c'est quelque chose que l'on fait avec une personne, un interlocuteur. Donc, on a cité plusieurs manières de s'exprimer. Ça se fait en dehors de la formation. Donc, il y a un temps pour la formation et un temps pour s'exprimer. Merci. Un temps pour commencer à s'exprimer. Alors, je fais juste un petit complément avant et je vous donne la parole. Blandine a souhaité compléter en fait pour la question de Sonia. Elle nous dit il y a parfois une approche différente du sujet en fonction des générations, c'est vrai. Mais nous remettons au même niveau chacun sur cette question, justement. L'exigence est la même et le cadre est très clair. Donc, c'est ce que vous disiez. Ce qui pouvait être accepté socialement auparavant ne l'est plus en entreprise. Et ce n'est pas juste un effet de mode, les conséquences sont concrètes et peuvent être très graves. Voilà le complément. Du coup, je voulais savoir, par exemple, lorsque une personne accuse une autre personne de harcèlement, et que la situation reste très floue et que du coup, il n'y a pas de preuves suffisantes pour prouver la culpabilité du harceleur. Comment vous faites pour trancher? Au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on avance, on arrive à avoir des éléments quand même. Et parfois, la conclusion, c'est que ce n'est pas du harcèlement. Je pense au cas de deux salariés qui s'étaient plaints du même manager. Et en fait, donc on leur a demandé de recueillir plein d'éléments. Ils ont recueilli tout ça. Et en fait, ce n'était pas un harcèlement moral, c'était plus un mauvais management, de mauvaises pratiques de management. C'était un manager qui ne faisait pas de coaching, qui ne donnait pas de feedback, qui ne reconnaissait pas les mérites. Donc, c'était autre chose. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a donc le DRH a convoqué le manager pour lui expliquer l'impact de son management, l'impact extrêmement nocif pour les collaborateurs qui ne se sentaient pas reconnus, mal à l'aise, qui venaient avec un boulet sur le dos au travail. C'était important de lui dire, de le faire savoir. Et c'était leur demande, leur attente. Et je reviens là-dessus, on demande aussi aux collaborateurs quelles sont leurs attentes. Donc ces deux personnes-là, en fait, l'un voulait changer de manager, les deux voulaient changer de manager, et l'un voulait changer d'activité. Donc on les a accompagnés en tout ça. Et donc ensuite, on fait un suivi pour s'assurer que la conclusion correspond à ce qui était attendu. Donc c'était pas du harcèlement moral, mais on a agi. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question par rapport justement à des cas de harcèlement moral ou sexuel. Est-ce qu'il y a eu des cas où l'affaire a été portée en justice et quelle était la position du juge? Alors, moi, je n'ai pas traité ça, mais j'ai entendu il y a un cas vraiment grave, mais c'était au-delà du harcèlement sexuel. Hein. Donc là, au bout d'un moment, c'est du pénal et ça va effectivement, ça va à la justice. Et vous avez eu des retours par rapport à la position du juge, justement? Non, parce qu'après, ça nous dépasse. Par contre, nous avons licencié la personne. Et après, il y a une procédure pénale qui suit son cours. Hein, et ça, c'est en dehors du cercle de l'employeur. En dehors de la sphère. Mais vous avez peut-être un service juridique qui accompagne la victime. Du coup, dans ces cas-là, si ça va jusqu'au pénal,
ou elle se fait représenter elle-même? Comment Oui, ça je pense qu'elle se fonctionne? représente elle-même. Oui, d'accord. C'est pas le service juridique d'IBM qui va représenter. Le service juridique intervient quand il y a un dossier qui va au prud'homme. D'accord, oui. Bon, dans un cas un peu extrême là. Oui, tout à fait. En fait, une entreprise, c'est quand même le reflet de la société. Bien sûr. Donc là, c'est vrai que depuis MeToo, j'ai l'impression qu'on a plus de paroles qui s'est libérée. Je pense qu'il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là. Et comme disait Blandine dans le chat, les temps changent. Les temps changent et moi, ce que j'observe auprès de mes jeunes collègues, c'est que vraiment, on attend une tolérance zéro, plus qu'avant. C'est un sujet vraiment particulièrement sensible. C'est sûr. Donc, on se doit d'être à la hauteur. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce live. Donc, je sais pas si vous souhaitez dire quelque chose pour conclure ou si on a bien fait le tour, à votre avis, du sujet. Enfin, il y a toujours énormément de choses à dire, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Avec plaisir. C'était un plaisir de venir rencontrer des étudiants. Oui, et c'est un plaisir que les étudiants soient là. Je suis ravie également. Donc, je remercie le public, je remercie toutes les personnes qui nous suivent, et évidemment nos invités. Et d'ailleurs, pour vous remercier, je vous remets le trophée du partenariat éthique Paris. Merci beaucoup. J'espère qu'il trônera fièrement dans votre bureau. Absolument. Sur la cheminée. Vous allez vous disputer pour l'avoir. Donc, notre prochain live portera sur le marketing dans le secteur du luxe, donc un autre sujet prisé par les étudiants en général. Évidemment, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent partout. Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn, évidemment, Twitter et YouTube, car nous avons également une chaîne YouTube. Et je crois que Blandine va faire justement la conclusion. Donc, je peux lire ce qu'il y a noté en dessous. S'il y a une réelle faute d'un salarié au fil des entretiens et de la prise de conscience des conséquences possibles, la position ferme de l'employeur pousse souvent la personne à avouer la vérité, nier au départ. Cela aide à comprendre l'intention des actes. Tolérance zéro fait évoluer les mentalités. Donc, en effet, le mot de la fin, c'est que sur le sujet du harcèlement, quel que soit le type d'harcèlement, évidemment, c'est la tolérance zéro. On ne peut plus accepter ce qu'on acceptait auparavant, et tout le monde doit se sentir concerné. Qu'il y ait des témoins ou des victimes, n'hésitez pas à en parler dans votre entreprise, dans votre école, dans votre sphère personnelle. N'hésitez pas, car vous aurez toujours une oreille bienveillante pour vous accompagner si besoin. Merci encore à tout le monde, à très bientôt, et on se retrouve en live très très vite. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.